Il se trouve qu'il y a eu un incident de marché et qu'il ne faut jamais oublier dans un process, c'est que tant que l'argent n'est pas en banque ou tant que la cession n'a pas été faite, etc., c'est pas signé. Comme de coutume, je laisse les clés du studio à Edwina d'European Digital Group, qui va recevoir aujourd'hui Joy Soufi, un partenaire de chez JP Bullhound, et ils vont, comme à chaque émission, nous parler des contours d'un deal, des contours d'une opération M&A. Donc c'est parti pour l'interview d'Edwina. Merci Vincent. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle rubrique dédiée à la compréhension des opérations d'investissement. Je reçois aujourd'hui Joy Soufi, partenaire de la banque d'affaires JP Bullhound. Bonjour Joy. Merci Edwina, bonjour. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui sur ce plateau du Tech Show, le fameux. Je souhaiterais aborder avec toi ce qu'on appelle les ascenseurs émotionnels dans le cadre des opérations d'investissement ou de M&A au sens large. Et je te propose qu'on prenne un cas et qu'on déroule les différentes étapes de l'opération et qu'on voit comment ça s'est déroulé et qu'est-ce qui a marché ou pas marché. Parfait. Donc je veux bien que tu nous donnes en quelques mots le contexte de l'opération, évidemment de manière confidentielle, sans trahir aucun secret. Absolument. En gros, l'opération s'est déroulée il y a plus d'un an maintenant. Donc je passe à la conclusion, elle s'est déroulée. Tout a commencé comme une levée de fonds classique d'une société en croissance dans le logiciel, qui était spécialisée, on va dire, dans un sous-secteur du logiciel dans les fintech. Et l'opération avait une particularité, c'est qu'elle avait déjà, on va dire, levé des fonds et donc la société était bien visible. D'accord. Et du coup, quel était ton niveau de confiance? Sans parler un peu des détails de comment on sélectionne les clients, etc. Très souvent, quand on arrive à ce stade-là, c'est que, la société a eu des appels entrants, ce qui aide beaucoup à qualifier une société ou on va dire une opportunité. Et en même temps, ces appels entrants aussi poussent et le conseil de situation, donc le board et les entrepreneurs à nous appeler pour ensuite travailler ensemble pour une opération. Donc le niveau de confiance était élevé de ce point de vue-là en termes d'attente de marché. Et à chaque fois, il faut aussi voir la société en tant que telle, comment elle est en train de performer. Et là, pour le coup, tous les indicateurs clés de performance de la société étaient au rendez-vous. Et donc, j'imagine que vous avez trouvé des investisseurs assez facilement. Alors, rien n'est facile, même si de l'extérieur, on a l'impression que ça se passe très rapidement. Mais évidemment, le fait qu'il y ait des appels entrants plus que les KPI, donc les indicateurs, soient ouverts, nous ont facilité la tâche. Donc on passe toujours, et ça c'est hyper important, c'est qu'on passe toujours par une étape de préparation, quels que soient les appels entrants, pas forcément pour calmer le jeu ou le momentum, mais pour être sûr que tout le monde aura la même information et qu'elle soit bien relayée aux investisseurs. Et à partir de là, oui, on a eu on va dire un grand nombre d'investisseurs qui ont tapé à la porte ou qu'on a sollicité qui étaient intéressés. Le sujet ensuite a été de les filtrer parce que, le management ne peut pas tout gérer. Et deux, il faut vraiment être capable de bien travailler et de bien divulguer l'information à ceux qui sont les plus intéressés. Donc, en gros, je comprends que vous avez reçu plusieurs offres. Vous en avez sélectionné un ou plusieurs investisseurs. Voilà. Donc, vous avez fait des audits avec un. Alors, il y a eu une offre. Comment ça s'est passé par la suite? Il se trouve qu'à partir du moment où les offres commencent à être comparables, il y a d'autres enjeux qui commencent à rentrer qui sont: est-ce que le projet est intéressant pour la société? Est-ce qu'il y a un fit au niveau du conseil de surveillance avec le nouveau membre? Parce qu'on est dans des opérations minoritaires. Donc on ne prend pas la totalité du capital, donc ce n'est pas un seul actionnaire, il y a plusieurs actionnaires à fédérer. Et donc la recommandation qu'on avait faite et qui avait été prise, c'était d'avancer avec celui qui avait fait, l'offre la mieux disante, et deux, celui qui fitait à tous les niveaux, côté projet, etc. Donc oui, on a avancé avec une offre parce qu'elle se démarquait des autres, tout en gardant autant que possible les autres chauds. Et du coup, les audits se sont peut-être pas bien déroulés, si je comprends que ça a pu capoter, ou ils se sont bien déroulés? Malheureusement, ce n'était pas à ce niveau-là que ça a capoté. Donc non, les audits se sont bien passés. On le savait parce que finalement, nous-mêmes faisions notre audit pendant cette phase de préparation que je mentionnais. Donc il n'y avait pas de sujet majeur à ce niveau-là. On était passé du coup à l'étape post-audit, qui est la rédaction des documents juridiques. Ce qui s'est passé, c'est qu'au moment où on était en pleine négociation, on va dire, juridique, alors certes, j'ai fait un petit raccourci en disant que tous les audits se sont bien passés. Il y a toujours des questions, il y a toujours des éléments de doute qu'on essaye finalement d'élaguer l'un après l'autre. Mais à ce niveau-là, on avait déjà tout, on va dire, balayé ou couvert. Et il se trouve qu'il y a eu un incident de marché. Et qu'il ne faut jamais oublier dans un process, c'est que tant que l'argent n'est pas en banque ou tant que la cession n'a pas été faite, etc., c'est pas signé. Et plus que signé, c'est tant que l'argent n'est pas arrivé. Et du coup, tant que c'est pas fait, il y a évidemment cette peur qu'il y ait des événements
on va dire, endogène à la société, et ensuite exogène, qui est le marché. Et là, il se trouve que du côté de la société, je dirais, tout était au vert, mais il y avait ces éléments de doute qu'on avait couverts, et du coup, on va dire, dans un package global, c'était accepté. Dès lors qu'il y a eu un événement de marché, qui est au fait dans l'écosystème des comparables, donc sociétés finalement qu'on avait utilisé finalement de repères dans le process, dans la valorisation, etc., et une d'entre elles a eu un problème. D'accord. Pas forcément systémique, mais un problème qui, du coup, a relevé finalement les doutes que l'investisseur en question avait en tête. Et du coup, ça a réouvert finalement des sujets. Eux se sont fait questionner au niveau de leur board à eux, l'investisseur. Ça a réouvert plein de sujets. Et donc, très souvent, on part du principe qu'ils ont déjà dépensé beaucoup d'argent dans les audits, etc. Donc, ils ont fait un chemin où ils pourraient faire un petit raccourci pour arriver. Et globalement, ce n'est pas le cas. C'est que si on compare le montant qu'ils investissent versus le montant total d'investissement et le risque et le risque qu'ils prennent d'un point de vue même branding, parce que finalement, quand ils investissent, on intègre, on va dire, une société dans notre portefeuille, ça veut dire qu'on est 100% convaincu de la défendre à tout niveau. Et donc, ces éléments-là ont fait que, finalement, ils ont décidé de se retirer à ce niveau-là. D'accord. Mais du coup, vous, comment vous avez réagi? Vous avez réussi, je comprends, tu as dit la conclusion que vous avez réussi à récupérer le deal, mais comment vous avez géré ça? Alors, en fait, ce n'est pas ce deal qu'on a réussi à récupérer, mais on a réussi à récupérer un deal. Donc, ce deal-là ne s'est pas fait. On a réussi quand même à essayer de garder la discussion ouverte pour plusieurs raisons. Alors, il y a deux choses auxquelles il faut faire toujours attention. C'est que tout ça se fasse d'une manière confidentielle, pour qu'il n'y ait pas de risque d'effet de marché ensuite, parce qu'il y a un qui se retire, que du coup, qu'il y ait l'effet domino sur le reste. Et le deuxième, c'est que l'effet, je dirais, purement de discussion avec cet investisseur qui a fait beaucoup de boulot, de voir s'il y a des portes de sortie par le haut, qui est une révision des termes, une rediscussion finalement de l'offre en tant que telle, etc. Évidemment, on a essayé, on va dire, d'avoir ce chemin-là de discussion, qu'on a gardé, mais du coup, au lieu que ça devienne le seul plan A, ça devenait un plan A bis ou B. Et du coup, à côté de ça, les fonds qu'on avait gardés au chaud, même s'ils étaient un peu refroidis, voilà, exactement, on a essayé de les rattraper petit à petit. Et du coup, finalement, le deal s'est fait avec l'un d'entre eux, qui du coup, son offre, qui était à l'époque moins 10 ans, devenait meilleure que même l'offre révisée du premier. Bien sûr, bien sûr. Et donc, si on doit retenir quelque chose de tous ces péripéties, c'est quoi la conclusion de l'histoire? Oui, bien sûr. Il y a un élément, mais peut-être avant même d'arriver à la conclusion, c'est que je pense qu'il y a un point important dans l'ascenseur émotionnel, c'est que il y a l'ascenseur émotionnel de l'entrepreneur, de l'équipe qui a travaillé sur le projet avec lui, parce que du coup, il y a l'ascenseur émotionnel du board, qui lui aussi se projette à ce niveau-là déjà dans la phase d'après. Il y a l'ascenseur émotionnel finalement aussi de la société en tant que branding, de recrutement, de plan de recrutement, où ils se lancent très souvent. Et il y a l'ascenseur émotionnel des advisors, parce que finalement, eux aussi travaillent. Donc ça, c'est pour ça que c'est hyper important d'être prudent dans l'approche pendant tout le process, et c'est peut-être une des conclusions, pour ne pas se précipiter, parce qu'en se précipitant, on donne un peu cette impression que c'est fait, et en fait, les gens se projettent très vite, et c'est normal. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que, et ce qu'on a instauré depuis, d'ailleurs, une clause qu'on essaye de faire passer, qui ne passe pas tout le temps, de ce qu'on appelle le right to complete. C'est un droit on va dire, de compléter le deal ou de le terminer avant les autres. Et donc, en gros, au lieu d'avoir choisi un parmi plusieurs au départ et de travailler en exclusivité avec cette personne-là, et donc on n'a plus le droit théoriquement de parler avec d'autres, là, le right to complete fait qu'on peut parler avec les autres, mais par contre, si cet investisseur tient son timing initial, le deal est pour lui. S'il commence à changer les termes, etc., le deal n'est pas pour lui. C'est juste pour ne pas perdre un peu ces investisseurs qu'on essaye de garder au chaud, mais les garder au chaud avec des paroles et les garder au chaud en travaillant, c'est complètement différent. Alors, il ne s'agit pas que tous investissent les mêmes moyens alors qu'ils n'ont finalement des chances un peu plus faibles d'avancer que les autres, mais si on veut vraiment faire des arbitrages de risque, pour eux, c'est une occasion. Ils voulaient faire le deal, donc c'est une occasion de rester au chaud, voilà. Et pour nous, c'est la société, de sécuriser plusieurs options viables. Donc c'est des options. Il ne s'agit pas de mettre tout le monde en right to complete, évidemment. Bien sûr. Écoute, c'est top. Merci beaucoup, Joy. C'était hyper intéressant et constructif. Merci, Edwina. Et évidemment, je te souhaite d'autres beaux deals, parce que j'imagine que la période est bien chargée en cette fin d'année. Absolument. Merci beaucoup, merci encore.
À très vite dans un nouvel épisode du Tech Show.